Fujifilm est-il en train de vendre son âme au diable? Est-ce que Fujifilm perd son âme? Et ce que Fujifilm nous prépare pour l'année 2023 va-t-il enterrer définitivement l'essence même de la série X? Alors c'est des affirmations très graves, mais c'est des choses que je lis depuis plusieurs mois maintenant, régulièrement à la sortie de nouvelles innovations de la marque. Souvent, on a vraiment un noyau dur de la communauté qui crie à la fin de Fujifilm le fait que la marque a vraiment trahi ses principes et c'est revenu vraiment encore plus de force avec les sorties du XH2S d'abord et puis le XH2. Alors ensemble, essayons de comprendre d'où viennent ces critiques. Est-ce qu'elles ont une base et un fondement solide? Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter de l'avenir de Fujifilm, en tout cas tel qu'on le connaît maintenant et les raisons pour lesquelles on aime cette marque? On va voir ensemble effectivement pourquoi ces critiques arrivent et je vais essayer de manière calme et posée, en tout cas, d'apporter beaucoup de nuances à ces affirmations. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir, et activer la petite cloche et vous ne raterez aucun nouveau contenu. Si vous aimez la photo, mode portrait, si vous aimez avoir un partage de trucs et astuces au niveau des shootings photos et de la retouche photo, et surtout si vous aimez entendre parler de la marque Fujifilm et de toutes les marques tiers qui tournent autour de Fujifilm, puisque c'est la marque que j'utilise au quotidien, eh bien abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez voir ce que je fais au quotidien, je partage mon travail tous les jours en story, reels et publications sur mon compte Instagram. Le lien est juste ici en bas de la vidéo. Et dernière chose, si vous avez envie d'entendre parler de photos de manière générale et de passion photo, eh bien il y a une émission tous les mois qui dure 2 heures en direct que je présente avec 3 chroniqueurs et mon coproducteur en régie, Monsieur Sanders, où on discute de photos. C'est le bistrot de la photo. Je vous mets également le lien de la chaîne ici en bas de la vidéo. Abonnez-vous au Bistrot de la Photo et là c'est le bonheur, le kiff total. On discute de photos pendant 2 heures en direct sur YouTube. Alors d'abord, avant d'essayer de répondre à la question de si Fujifilm perd son âme, il faudrait peut-être se demander ce qu'est l'âme Fujifilm, en tout cas celle de la série X. Parce que la plupart des gens qui font ces critiques-là, en fait, résument l'âme de la série X à une seule chose, en tout cas une chose principale, c'est son ergonomie, la fameuse ergonomie classique composée de roulettes mécaniques qui rappelle vraiment la photographie argentique. Et là-dessus, c'est vrai que Fujifilm s'est énormément démarqué de la plupart de ses concurrents. Et donc ce look très vintage, avec des boîtiers qui ont un format qui est hyper reconnaissable depuis des années, c'est vrai que ça a participé énormément à la renommée et à l'identité de la série X de chez Fujifilm. À chaque fois que la marque s'éloigne un peu de ce principe-là ou de ce look-là et surtout de cette ergonomie-là, on crie au scandale, on crie au sacrilège dans toute une partie de la communauté des fans et des utilisateurs Fujifilm série X. Alors ces critiques sur l'ergonomie, elles ne sont pas nouvelles. J'ai commencé à les entendre assez étonnamment à la sortie du XH1, donc ça remonte déjà il y a plusieurs années. Et à la sortie du XH1, on avait déjà des critiques qui commençaient à ressembler à ce qu'on a maintenant, en disant que c'était plus vraiment un boîtier Fujifilm. Pourquoi? Parce qu'il avait un look qui ressemblait un peu plus à un réflexe des autres marques. Pourtant, il avait toujours l'ergonomie classique avec le triangle d'exposition mécanique et les roulettes. Mais c'est vrai qu'il avait un look un peu plus moderne. Donc déjà, il y avait des premières critiques qui arrivaient là-dessus. Et alors la deuxième, moi, qui m'a fait tomber de ma chaise à l'époque, c'est que des puristes vraiment de la communauté Fujifilm limite crachaient sur le fait que le XH1 amenait la stabilisation. Alors là, c'est quand même quelque chose de dingue. Fujifilm, c'est vrai, est arrivé dans les derniers avec des capteurs stabilisés, mais c'était vraiment une demande de la plupart des utilisateurs. Il faut quand même savoir que cette stabilisation nous aide à réussir nos clichés dans des basses vitesses. On n'est pas non plus sur de l'hérésie ou quelque chose qui va vraiment trahir notre âme de photographe. Et pourtant, la plupart des puristes Fujifilm craignaient l'arrivée de ces stabilisations en disant qu'on trahissait un peu l'âme Fujifilm, l'âme du street photographeur en fait, puisque Fujifilm avait et a encore énormément cette image-là. Et puis ces critiques se sont un peu calmées et elles sont revenues à la charge il y a environ 2 ans avec la sortie du XS10, où là Fujifilm a voulu vraiment s'adresser à un autre type de population auquel il ne s'adressait pas encore, qui sont vraiment les créateurs de contenu numérique. Donc je parle des blogueurs, des Instagrammeurs qui cherchent vraiment des appareils nomades, stabilisés, encore une fois, qu'on peut prendre partout avec une super qualité photo et vidéo et relativement facile à utiliser. Donc le XS10, tout naturellement, s'est tourné vers une ergonomie
PASM qui est la plus connue, ce qui permet d'attirer les créateurs digitaux d'autres marques vers Fujifilm sans que l'ergonomie les perde complètement. Et puis ça permet également d'attirer par exemple les utilisateurs de smartphones qui avaient l'habitude d'utiliser les modes vidéo débrayés et manuels sur leur smartphone, qui utilisent aussi des modes PASM. C'était simplement pour ouvrir un peu la marque. On est sur un appareil, le XS10, qui se voulait vraiment hyper mainstream et qui puisse être utilisé par la plupart des créateurs de contenu. Là aussi, il y a une partie de la commune Fujifilm qui a crié à l'hérésie en disant que le XS10 n'avait pas sa place dans la gamme Fujifilm. Et pourtant, il a eu un énorme succès puisque pendant un an, ça a été la meilleure vente de chez Fujifilm, bien la preuve qu'ils ont eu bien raison de le sortir à l'époque. Et puis encore une fois, ça s'est recalmé, on a eu des appareils plus classiques qui sont sortis jusqu'à la grande annonce l'année passée des deux flagships, donc vraiment haut de gamme, XH2S et XH2, je les ai tous les deux ici d'ailleurs, ils sont complètement identiques et on a vraiment cette ergonomie PASM que certains réfutent complètement en disant que ça ne fait pas partie de l'ADN Fujifilm. En plus, ce qui a vraiment fait peur à l'époque, c'est que ce sont des flagships et donc généralement, c'est eux qui montrent le ton de ce qu'on risque d'avoir plus loin dans la gamme. Rassurez-vous, la gamme XH est là pour montrer vraiment les muscles et montrer ce que Fujifilm est capable de faire de mieux de manière technologique, vraiment en matière d'innovation, mais ça ne veut pas dire que son ergonomie va être déclinée sur toute la gamme. Mais la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce que cette fameuse ergonomie résume à 100% la philosophie et l'âme de Fujifilm? Là-dessus, je ne pense pas. Je ne reviens pas sur le fait que c'est une composante hyper importante, et d'ailleurs c'est une des choses qui m'a le plus séduit quand je suis passé chez Fujifilm, mais je ne pense pas que la marque se réduit uniquement à cette fameuse ergonomie classique. Parce que si on se dit que ça se résume uniquement à ça, il faut alors se dire que quelqu'un qui a un XH2 ou un XH2S, comme j'en ai un là, n'est plus un utilisateur Fujifilm, voire pire, n'a pas un Fujifilm Série X en main. Il y a plein d'autres choses qui caractérisent Fujifilm, en plus de cette ergonomie sur la plupart des boîtiers, sauf celui que je viens de vous montrer. Il y a également des choses qui sont vraiment propres à la marque et à la série X. La première chose, c'est le choix de l'APS-C. C'est vraiment une marque qui l'assume complètement et qui améliore ce format et la qualité d'image sur ce format d'année en année et qui prouve que ce format peut vraiment rivaliser avec les full frame professionnels. Donc déjà, choisir la série X, c'est choisir le format APS-C, même si d'autres marques l'ont gardé sur certains modèles, ça ne fait pas partie de leur ADN, comme chez Fujifilm. La deuxième chose, c'est leur matrice. Effectivement, on peut parler du X-Trans, donc maintenant on est au X-Trans de la 5e génération, c'est vraiment une matrice qui est propre à Fujifilm et qui va vraiment leur donner une véritable identité. Bon, la première chose sur ces capteurs X-Trans, eh bien, c'est qu'on a vraiment évité d'avoir un effet de moiré comme beaucoup d'autres marques l'ont sur des matrices Bayer. Mais ce n'est pas tout. Ce capteur ici va vous donner une colorimétrie et vraiment une identité couleur que les autres marques n'ont pas. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est reconnaissable entre mille. Fujifilm a vraiment une identité couleur qui lui est propre. Donc là aussi, même si j'ai un boîtier qui n'a pas l'ergonomie classique série X, j'ai un boîtier Fujifilm qui me donne effectivement cette identité couleur. Et la dernière chose, si on parle de couleur, c'est bien entendu les simulations de film. Fujifilm est un fabricant de pellicules, ils ont un savoir-faire au niveau de la pellicule que les autres marques numériques n'ont pas, et ça permet vraiment d'avoir toute une division chez eux qui travaille sur les simulations de films intégrées à leur boîtier. Je ne parle pas de filtre là, je parle vraiment d'un comportement différent du boîtier à chaque fois qu'on change de simulation de film pour imiter certains types de pellicules. Ça aussi, c'est unique chez Fujifilm. Donc la personne qui va acheter un boîtier Fujifilm avec l'ergonomie PASM, donc pas l'ergonomie classique, aura quand même ces simulations de film et cette identité couleur argentique de chez Fujifilm. Donc déjà, l'âme de Fujifilm ne se résume pas à 100% à cette fameuse ergonomie boîtier avec les fameuses roulettes mécaniques qui permettent de changer, de travailler son triangle d'exposition à l'ancienne. Mais comme je le disais en introduction, c'est très très important et il ne faudrait pas que Fujifilm oublie ça et perde de vue
que c'est vraiment hyper demandé et choyé par la plupart des utilisateurs Fujifilm. Quand j'ai changé de marque et que je suis passé de chez Canon à Fujifilm, c'était à l'époque du X-T2, c'est ce qui m'a vraiment séduit le plus. Donc effectivement, je ne vais pas non plus revenir en arrière sur mes premiers principes. J'adore cette ergonomie. Effectivement, je travaille avec du XH2, mais j'ai toujours un X-T4 que j'adore utiliser justement pour ça. Mais je les utilise pour des différentes raisons, l'un et l'autre. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc effectivement, il ne faudrait pas que Fujifilm abandonne cette ergonomie. Et il y a vraiment des signes encourageants comme quoi Fujifilm l'a bien compris. Au sein de la société Nippon, ils ont vraiment bien compris qu'ils devaient absolument garder cette fameuse ergonomie classique et héritée de l'argentique. Et il y a vraiment des signes encourageants qui montrent que Fujifilm, de 1, va garder cette ergonomie sur la plupart de ses boîtiers et surtout qu'il écoute sa communauté. La première chose, c'est une interview qui a déjà quelques mois du responsable japonais commercial qui s'appelle, je le lis, Takashi Ueno. Et ce monsieur, qui est vraiment un des plus hauts responsables de chez Fujifilm, dans une interview à un média japonais, a déclaré que le X-T1 était l'appareil qui avait permis à Fujifilm d'exister encore. C'est l'appareil qui a sauvé la gamme X. Et il l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il se sortait des sentiers battus par évidemment plein de fonctions technologiques autre que l'ergonomie, mais surtout par son ergonomie et ses fameuses molettes de triangle d'exposition mécanique qui rappelaient énormément l'argentique. Et là, ça a vraiment ravivé la flamme chez certains nostalgiques. Il y a beaucoup de gens qui sont partis chez Fujifilm grâce à ça. Et je peux vous dire, moi, qu'à l'époque, je travaillais dans la vente photo et que dans un rayon, quand on avait tous les appareils qui se ressemblaient tous de toutes les marques, tous les réflexes qui avaient tous le même look, quelle que soit la marque, et puis ce X-T1 au milieu, les gens ne pouvaient que s'arrêter, le regarder, le prendre en main. Il avait un pouvoir d'attraction qui était énorme. Et ça, monsieur Takashi Ueno, il s'en souvient et toute l'équipe Fujifilm s'en souvient. S'ils sont encore là, c'est grâce à ce succès. Ils avaient déjà sorti un X Pro 1 avant, mais qui avait très peu marché, avec déjà cette ergonomie, mais qui n'était pas assez grand public. Et le X-T1, c'était vraiment la dernière chance avant de mettre soit de la clé sous la porte, soit de continuer, et on connaît la suite de l'histoire. La deuxième chose, là je reviens de manière beaucoup plus récente, c'est le X-T5, je l'ai ici. Le X-T5 qui est sorti donc après les XH, ben on voit que on a toujours cette ergonomie classique, donc pas d'inquiétude pour les amoureux de la gamme XT. Et je trouve même que ce qui est assez rassurant, c'est la manière dont Fujifilm écoute ses utilisateurs, puisque on a cet écran qui ne fonctionne plus maintenant qu'en vertical pour une visée photo, et on n'a plus l'écran qui se retourne qu'on avait sur le X-T4, qui avait été énormément critiqué parce que selon les utilisateurs plus puristes, cet écran n'avait vraiment pas sa place sur la gamme XT. Eh bien, regardez, Fujifilm les a entendus et est revenu en arrière sur le X-T5. C'est vraiment une preuve que, en tout cas, quand ça ne plaît pas et quand la communauté pense ne pas se retrouver dans ce type de boîtier, eh bien, Fujifilm les écoute et le réadapte. Et ça, c'est vraiment, vraiment une preuve aussi que ce type d'écoute va faire que les appareils à ergonomie classique ne vont absolument pas disparaître. La gamme XH sera réservée à l'ergonomie PASM, je pense, très flagship. D'ailleurs, n'en déplaise aux utilisateurs d'XT, mais dans la gamme Fujifilm, les XH sont au-dessus des XT. Et donc, les XH vont montrer simplement une formule vraiment technologique énorme et après le XT suivant va en profiter. C'est généralement comme ça que Fujifilm va travailler à l'avenir. Il y a eu un petit trou dans la gamme XH qui a eu pris du temps à se renouveler et donc la gamme XT, XT3, XT4 avait pris la place du flagship, mais en fait le vrai flagship c'est le XH. Et puis le XT profite justement des améliorations que le XH amène. Je pense d'ailleurs, petite parenthèse, qu'au fur et à mesure des années, on va avoir des XT et toutes les gammes qui sont renouvelées pratiquement environ tous les ans. Par contre, les XH seront renouvelés tous les 18 mois ou tous les 2 ans pour amener plus de technologie d'un coup et vraiment peut-être une nouvelle génération de capteurs, de processeurs comme ils l'ont fait cette fois-ci et pour montrer l'avenir des autres appareils Fujifilm, mais ça n'aura aucun impact sur l'ergonomie de ses petits frères, rassurez-vous. Et une dernière chose qui prouve que Fujifilm est toujours amoureux et vraiment attaché à cette ergonomie classique, eh bien c'est que Fujifilm, à travers Fujifilm Canada et les Fuji Boys, donc qui sont 2 employés de Fujifilm Canada qui ont une chaîne officielle YouTube, eh bien, ont bien déclaré que la gamme X Pro n'était pas morte et continuait. Et là, c'est vraiment montrer à la communauté qu'ils sont hyper attachés à cette origine de l'argentique et à cette ergonomie si classique. Pourquoi? Parce que le X Pro, ils en font depuis X Pro 1, X Pro 2, X Pro 3 et donc
devrait arriver bientôt l'X Pro 4. Et pourtant, ça n'a jamais été des énormes succès commerciaux. Ça s'adresse vraiment à une niche de personnes, surtout le dernier, le X Pro 3, où là, il y avait vraiment des partis pris énormes, comme cet écran qui était pratiquement inutilisable en photo. Hein, donc, on doit vraiment l'utiliser sans écran comme un argentique, la visée télémétrique, etc. Donc, on a vraiment un appareil qui est hyper niche, qui n'a pas été un succès commercial. Je pense que l'X Pro 3 a été de celui des X Pro qui a le moins bien fonctionné. Et pourtant, on n'arrête pas, on continue. Par contre, Fujifilm a bien annoncé que dans sa gamme, il considérait maintenant l'X Pro comme le comble du raffinement. Donc on va certainement avoir un appareil avec des composants plus nobles que les autres. Pourquoi pas un appareil qui est 100% fabriqué au Japon, qui sera certainement plus cher, mais qui s'adressera vraiment à des amoureux, presque des collectionneurs, et vraiment des amoureux de la photo d'art, comme ça l'est déjà le cas, et ça va l'être encore plus. Donc on ne sera pas sur de la photo de production. Mais en tout cas, il continue et ça reste vraiment dans les tout hauts de gamme, dans les fers de lance de la gamme Fuji. Si la gamme X Pro continue, encore une fois, rassurez-vous, eh bien l'ergonomie classique a encore de beaux jours devant elle. Je vous ai parlé donc de l'X Pro 4 qui devrait arriver et donc c'est un magnifique enchaînement sur la deuxième partie de cette vidéo, c'est que nous prépare Fujifilm pour l'année 2023. Alors j'ai sorti ma boule de cristal parce que je n'ai aucune information officielle, mais avec les différentes rumeurs, les différentes choses que j'entends, etc., l'annonce du X Summit qui arrive en avril, on peut déjà deviner certaines choses qui devraient arriver. En préambule, sur mon compte Instagram, je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait, le lien est juste ici en bas de la vidéo, mais je vous avais demandé ce que vous attendiez de la future conférence Fujifilm. Et les deux appareils qui sont ressortis en majorité, c'est évidemment le X100 nouvelle génération, donc 6e génération, X106, et un nouveau X Pro, donc un X Pro 4, bien avant tout le reste. Moi, je vais vraiment là maintenant vous dire ce que je pense qui va arriver en avril et plus tard dans l'année. Alors la première chose, bonne nouvelle, c'est que je pense que l'entièreté de la gamme Fujifilm va être renouvelée cette année en 2023. Pourquoi? Parce que Fujifilm a investi énormément d'argent dans la recherche technologique de son nouveau processeur, le X-Processor 5, et de ses deux nouveaux capteurs, pas un, mais deux nouveaux capteurs, le 40 millions de pixels en APS-C, et puis le fameux nouveau 26 millions de pixels capteur empilé, ce qui est vraiment là une grosse innovation dans le monde de la photo. Et bien évidemment, ces innovations, il faut les rentabiliser et en mettre sur un maximum de boîtiers pour évidemment baisser les coûts de production. Pour le moment, ces boîtiers sont uniquement sur 3 appareils, XH2S, XH2, XT5. Et donc, on ne peut pas non plus rentabiliser la production d'un tout nouveau processeur seulement sur 3 appareils, en plus 3 appareils haut de gamme, donc qui ne s'adressent pas à la plus grande population. Il va falloir vraiment essayer d'écouler ces nouveaux capteurs et processeurs sur ces appareils plus moyen de gamme, ou en tout cas qui s'adresse à une population et une clientèle plus large. Par contre, je pense, encore une fois, c'est juste mon avis personnel, qu'on ne va pas avoir beaucoup d'évolution au niveau de l'ergonomie. Donc encore une fois, pour revenir à ce que je disais en première partie de la vidéo, rassurez-vous, les appareils qui sont avec une ergonomie que vous aimez classique, ils ne vont pas bouger parce que je pense qu'au niveau des chaînes de production, justement, pour éviter les coûts, on va retrouver des boîtiers qui sont fort similaires aux générations précédentes. On l'a vu par exemple avec le XT5 où il est pratiquement le grand frère jumeau du XT4, voire même avec cet écran du XT3. Hein, ils ont sûrement récupéré les écrans du XT3. Donc voilà, on va faire avec du neuf, avec du vieux au niveau de l'ergonomie et privilégier simplement l'intérieur en changeant capteur-processeur. Alors au niveau de la timeline et vraiment de l'arrivée de ces différents appareils, encore une fois, là c'est vraiment ce que je pense. Hein, je veux dire, il n'y a aucune information officielle là-dedans, mais à mon avis, ce qui va sortir en avril, eh bien, ce sont quelques boîtiers. Alors la première chose, pratiquement certain là, de ce qui va sortir en avril et qui va être présenté, c'est le fameux XS20, donc là avec l'ergonomie PASM, donc l'ergonomie plutôt numérique et pas l'ergonomie classique, et qui va s'adresser justement aux blogueurs, etc. Cet appareil, il est énormément attendu parce que ça a été un top-seller, le XS10, son prédécesseur, et donc le XS20, il est très attendu par toute une communauté justement d'Instagrammeurs, blogueurs, etc. et de créateurs digitaux 2.0. C'est vraiment à eux que cet appareil va s'adresser et il devrait le présenter en avril parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs qui courent un peu partout. On a des specs qui commencent à sortir. Donc pour moi, l'appareil, il est prêt et il devrait arriver très vite. Et en plus, c'est un appareil qui maintenant qui commence à dater puisque c'est un des plus anciens à être sorti dans la gamme actuelle. Donc il est temps de le remplacer. Pour moi, la deuxième chose qui serait le plus malin en tout cas de sortir directement en avril, c'est un XE5 pour remplacer l'XE4 avec aussi un nouveau capteur processeur. Ça permettrait de relancer la gamme et de s'adresser à une population
plus entrée de gamme ou des gens qui ont vraiment envie de se lancer dans la photo ou des personnes qui ont envie de voyager léger, etc. Bref, ça s'adresse à une toute autre population que les boîtiers plus haut de gamme semi-pro et pro qu'ils ont présenté l'année passée. On devrait vraiment s'adresser à une autre population. Donc je pense que le X5, il serait bien malin de le sortir déjà en avril. Après, il y a deux boîtiers où je suis moins certain. Alors peut-être en avril, mais pour moi plus tard, c'est le fameux X Pro 4 dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Lui devrait sortir pour moi un peu plus tard. Je me demande s'il n'aurait même pas son propre X Summit pour le présenter. Et le nouveau X100, donc 6e génération. Vous savez qu'on parle du X100V, en fait c'est X105, V5 en latin. Et donc vous auriez, pour moi, ces deux appareils qui s'adressent plutôt à une population similaire, en fait, plutôt vraiment très très avertie et passionnée de photos, peut-être un X Summit qui serait vraiment adapté à ces deux-là et qui ne serait pas présenté dans celui d'avril. Je pense. Je ne pense pas revoir le X Pro 4 maintenant et encore rattaquer avec du hyper haut de gamme après ce qu'on vient d'avoir l'année passée. Mais je me trompe peut-être. Mais voilà, on verra en avril. Et la big inconnue pour moi, ils vont le sortir, mais je ne sais pas quand ce sera, c'est le nouveau XT à 2 chiffres. Donc là, pour le moment, on est au XT30 deuxième génération, donc ça devrait être un XT40. Ou est-ce qu'ils passeront à XT50 directement pour rester collé à la nomenclature de son grand frère, le XT5? Je n'en sais rien. Mais normalement, on devrait en avoir un. Est-ce que ce sera en avril ou plus tard? Là, c'est vraiment la plus grosse inconnue. Autant pour le X Pro et pour le X100, je pense qu'il devrait le sortir un peu plus tard. Je pense, mais j'en suis pas sûr. Autant le XT50, je ne sais pas du tout, aucune idée s'ils vont nous le présenter en One More Thing, par exemple, au X Summit, ou si, de avril, pardon, ou s'ils nous le présenteront plus tard. Ça, c'est vraiment l'inconnu et je me réjouis vraiment de le voir. Et alors, dernière chose, on n'est pas dans la série X là, mais je pense qu'en avril, si vous voulez tout savoir, pratiquement certain, ils devraient nous présenter un nouveau GFX. Il est bien temps de le faire avec le nouveau processeur X-Processor 5 pour le booster un petit peu. Peut-être toujours le même capteur 100 millions de pixels, pas besoin de le changer, mais en tout cas, le nouveau processeur et un lecteur de carte CF Express parce que cet appareil en a vraiment besoin. Les SD, c'est beaucoup trop lent par rapport à la taille des fichiers. Ça, je n'arrête pas de le dire. Donc, un nouveau GFX CF Express avec le nouveau processeur X-Processor 5, je le sens bien également pour avril. Et la dernière question qui se pose, c'est de savoir quel capteur va aller dans quel appareil. Comme vous le savez, Fujifilm a marqué les esprits en sortant deux nouveaux capteurs en même temps pratiquement. On a le 26 millions de pixels nouvelle génération empilé qui était vraiment une révolution technologique. Et puis on a un capteur plus classique mais en très haute résolution, 40 millions de pixels sur de la PC, c'était pratiquement du jamais vu. Quel boîtier va profiter de quel capteur? Je me suis fait une petite ligne, un petit tableau et je pense sincèrement que certains boîtiers ont plus intérêt à avoir un certain capteur et d'autres l'autre. Selon moi, le capteur empilé à 26 millions de pixels qui donne plus de vélocité, qui évidemment augmente les performances en vidéo et augmente les performances de l'autofocus. Et bref, on a un appareil qui est plus nerveux, mais ce sont des appareils alors qui ont besoin de moins de résolution. Donc dans une utilisation où on cherche moins la résolution mais plus la performance, eh bien je pense qu'en tout cas le X1620, il devrait avoir le nouveau 26 millions de pixels empilé. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse vraiment, encore une fois, à des créateurs de contenu qui ont besoin de quelque chose de réactif, qui va vite, dans l'autofocus hyper performant, puisqu'on est aussi dans de la vidéo. Et donc, je pense que l'X1620 devrait normalement avoir, en tout cas, le même couple capteur-processeur que le X-H2S. Et le deuxième boîtier qui, pour moi, pourrait avoir le capteur empilé également en 26 millions de pixels, c'est le XT40 ou XT50, on verra son nom. Là aussi, pour moi, pour se différencier de son grand frère, le XT5, pour ne pas avoir exactement le même coupe capteur-processeur, comme ça a toujours été le cas, sinon on a l'impression d'avoir plus ou moins le même appareil en petit. Là, on pourrait avoir un appareil justement qui est plus nomade, donc un petit peu plus nerveux, et qui pourrait vraiment travailler avec ce couple-là. Là où je me pose la question, c'est de savoir où mettre ce capteur, puisque le capteur empilé prend un petit peu plus de place et surtout chauffe plus, et on sait très bien que la gamme XT30 et donc 40-50 ont des boîtiers qui sont relativement petits et donc on risque d'avoir un problème de chaleur ou alors on va devoir brider les performances de l'appareil pour ne pas qu'il chauffe trop. Bref, c'est à voir, mais je pense que pour se différencier vraiment du XT5, le XT40/50, on verra, devrait certainement avoir le 26 millions de pixels empilé et pas le 40 millions de pixels.
Ceux qui, en toute logique, devraient avoir le 40 millions de pixels, eh bien, c'est pour moi le X Pro 4. Alors là, il n'y a pas de discussion. Le X Pro 4, il n'a pas besoin d'avoir un autofocus de Formule 1, ce n'est pas son but. Par contre, on est dans de la street photo, on fait souvent du paysage, choses comme ça, et la résolution pourrait vraiment servir aux utilisateurs d'X Pro. Donc je pense que le X Pro 4 aura, lui, le capteur 40 millions de pixels, avec évidemment, comme tous les autres, le nouveau processeur. C'est d'une logique implacable. Je pense également, dans la même logique, que le nouveau X100 aura également le 40 millions de pixels. Ça n'a aucun intérêt de lui mettre le 26 millions de pixels empilés, surtout que là, on a un appareil qui est vraiment compact, et je ne vois pas très bien comment on va arriver à rafraîchir un capteur empilé dans un X100, mais je me trompe peut-être. Là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, le 40 millions de pixels, pour moi, a sa place dans le X5. Pour aussi une raison plus ou moins similaire de ce que je viens de dire, c'est que la gamme X1 n'a pas besoin d'avoir un autofocus hyper performant et une qualité vidéo de dingue. Comme le X Pro et d'ailleurs le X100, qui ne sont pas du tout des appareils pour la vidéo. Donc je pense qu'il devrait aussi devoir avoir le 40 millions de pixels. Et puis surtout, la gamme XE est une gamme qui va s'adresser vraiment aussi à une population, on va dire, un peu moins avertie, un peu moins connaisseuse de la photo. Des gens qui ont peut-être juste envie de se faire plaisir, s'acheter un appareil photo qui est performant pour partir en vacances, des choses comme ça. Et là, alors, l'argument marketing de 40 millions de pixels sur un si petit appareil peut vraiment faire la différence par rapport à la concurrence, puisqu'on sait que les personnes, et ce n'est pas du tout une critique, mais un peu moins averties en photo, eh bien, l'argument pixel frappe toujours. Et s'ils doivent choisir entre 26 millions de pixels, même si c'est une nouvelle génération, il y a 40 millions de pixels, naturellement, ils vont se tourner vers le 40. Donc je pense que l'X5 devrait en tout cas avoir également le 40 millions de pixels. Donc pour résumer, pour moi, le nouveau 26 millions de pixels, ça doit être le XS20 en toute logique. Là, c'est implacable. Et pourquoi pas le XT40/50 et le 40 millions de pixels, eh bien le X Pro 4, le nouveau X100 et le XE5. Voilà ce que je pense. Encore une fois, je n'ai aucune information et ça se trouve, je me gourre complètement, mais on le reverra justement, l'avenir nous le dira, et on pourra peut-être bien rigoler en regardant cette vidéo si j'ai tapé complètement à côté de tout. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo qui est en deux parties, mais le tout était lié. C'était important pour moi de parler de la philosophie et de l'âme Fujifilm avant de parler de son avenir. Je pense que les deux étaient imbriqués. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai partagé ce que je pense qui va arriver dans les mois à venir chez Fujifilm. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et en plus, si on fait le compte, on va rester toujours avec 3 appareils qui ont l'ergonomie PASM et tous les autres auront toujours l'ergonomie classique. Donc pour les fans de l'ergonomie classique Fujifilm, vous êtes toujours largement majoritaire. Je vous comprends, j'adore cette ergonomie, mais donc rassurez-vous, Fujifilm ne l'a absolument pas abandonné et n'a vendu son âme à personne. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en regarderez plein d'autres. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. On va encore parler beaucoup de photos de portraits, photos de mode et de Fujifilm, bien entendu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut, ciao.